Vous écoutez le podcast Devenir écrivain, épisode 173. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de L'Homme sans nom et formateur. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Dimitri Pavlovski, fondateur des éditions de L'Homme sans nom et cofondateur de l'Institut des carrières littéraires, l'ICAR, aux côtés de Lucie Castel et Johanna Vogel. Celles et ceux d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement connaissent mes interventions destinées à vous présenter un ouvrage littéraire sous un pan à la fois critique et conseil d'écriture pour des romanciers et romancières qui veulent se nourrir de ce qu'ont pu faire leurs devanciers et leurs devancières. Mais aujourd'hui, je vais intervenir sur un format un petit peu différent des interventions habituelles que je peux faire au sein de ce podcast. En effet, on nous pose assez souvent au sein de l'ICAR la question de comment ça marche entre un auteur et son éditeur. Donc l'idée de cette intervention aujourd'hui va être de vous faire un petit retour d'expérience sur la façon dont je peux travailler avec les auteurs et les autrices que je publie au sein des éditions de L'Homme sans nom. À noter, chose importante, que je vais vraiment vous faire un retour d'expérience. Ce n'est pas ça que vous aurez nécessairement dans toutes les maisons d'édition. Chaque maison d'édition a ses spécificités, sa façon d'appréhender tel et tel sujet au niveau de la relation auteur, autrice et éditeur-éditrice. Notez également que j'ai la chance, avec L'Homme sans nom, de pouvoir travailler sur assez peu de titres chaque année au sein d'une maison d'édition indépendante de taille moyenne. Donc je suis vraiment dans un système qui est relativement confortable pour avoir un relationnel avec mes auteurs et mes autrices qui est extrêmement positif et extrêmement profitable, je pense, pour les deux parties. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement présenter à celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas qui sont les éditions L'Homme sans nom. Donc comme je viens de le dire, nous sommes une maison d'édition indépendante, on va dire de taille moyenne, spécialisée dans la découverte de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices francophones dans le domaine des littératures de l'imaginaire au sens large, donc tout ce qui va être science-fiction, fantasy, fantastique, roman policier, mais également des textes un petit peu plus hybrides, un petit peu plus à la croisée, à la frontière des genres littéraires. Comme vous l'avez entendu, je suis dans la découverte de nouveaux auteurs, ce qui n'interdit pas de continuer à travailler avec ces auteurs et ces autrices, donc j'ai également parmi les romanciers et romancières que je publie, certaines personnes dont c'est le 5e, 6e, 7e roman que je vais pouvoir publier. Mais vraiment, la volonté première est de découvrir de nouvelles plumes et de les accompagner. Ce qui fait qu'on est véritablement dans une facette où le relationnel et le travail avec l'auteur ou l'autrice va être assez central. Dernière petite chose au niveau d'Éditions de L'Homme sans nom, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe et nous sommes en train de nous développer de mois en mois pour continuer à apporter des romans de qualité et faire découvrir des auteurs et des autrices de talent à tout le lectorat. Donc, je vais vous parler dans ce podcast à la fois des auteurs et des autrices avec qui je peux travailler après les avoir déjà découverts et publiés, donc avec une nouveauté qu'ils me proposeraient à la publication sans passer par une soumission de manuscrit traditionnel. Mais comme je sais que c'est quelque chose qui intrigue également beaucoup, je vais faire un petit tour d'horizon sur ma façon de procéder pour choisir les manuscrits et parler de divers points de cette, on va dire, première rencontre avant de publier un roman. En matière d'envoi de manuscrits, il y a une chose qui est très importante à vous dire, on en reçoit énormément. Chez L'Homme sans nom, on a fait une ouverture de soumission de manuscrits en fin 2022 et début 2023 sur une période d'environ 2 mois. Et sur cette période, nous avons reçu plus de 500 manuscrits. Donc autant dire qu'il est impossible de tout lire dans le détail, d'autant que je suis effectivement tout seul à choisir et à découvrir les manuscrits, mais ça serait la même chose si j'avais un comité de lecture, même nombreux, qui m'accompagnait. Et, chose regrettable, je le reconnais, il est devenu impossible également pour moi de répondre aux envois de manuscrits. C'est quelque chose qui malheureusement prend beaucoup trop de temps. Donc je peux accuser réception de l'envoi, mais malheureusement, au niveau de L'Homme sans nom, actuellement, nous ne fournissons plus de réponses. Et dans cette idée-là, nous ne fournissons plus de réponses argumentées comme j'avais pu le faire au début de la maison d'édition. Quand je recevais moins de manuscrits, je pouvais beaucoup plus facilement prendre le temps de donner des retours et des conseils aux auteurs et aux autrices qui m'envoyaient des manuscrits. Malheureusement, si je veux pouvoir traiter cette masse d'envois
en les découvrant avec le plus de zèle possible. Je n'ai plus cette possibilité à mon grand regret, mais c'est également les difficultés qui se présentent à toute maison d'édition qui va se développer. Au niveau de l'homme sans nom, l'idée va être de combiner deux choses. Un coup de cœur personnel, c'est l'avantage de publier peu, c'est que je peux vraiment défendre des projets que j'ai envie de défendre, et ça me permet quand j'en parle d'être aussi convaincant que possible, mais c'est plus facile de convaincre quelqu'un qu'on a aimé quelque chose et que c'est quelque chose qui est digne d'intérêt quand on a vraiment trouvé que c'était digne d'intérêt. Mais je regarde également, évidemment aussi, le potentiel littéraire et commercial de l'œuvre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, une maison d'édition est également une entreprise qui doit vendre des livres pour pouvoir continuer à en proposer. J'y reviendrai quand je parlerai des relations entre auteurs et éditeurs. C'est une problématique qu'on retrouve de manière assez naturelle dans ce relationnel. Le monde de l'édition est à la fois une industrie du livre, avec tout ce que ça implique en économie d'entreprise, et également un milieu artistique. Et ce sont deux milieux qui, de base, ne sont pas forcément extrêmement compatibles de manière naturelle. La façon dont je vais pouvoir procéder quand je reçois des séries de manuscrits, c'est que je vais, une fois la période de soumission fermée, fonctionner en 3 vagues d'observation des projets. Je vais d'abord passer assez rapidement sur chaque projet pour regarder la présentation qui est jointe et la viabilité du projet. Est-ce que ça colle en ligne éditoriale ? Est-ce que ça colle en genre littéraire ? Parce qu'il y a régulièrement des petites erreurs d'aiguillage où je peux recevoir des essais sur le yoga ou des romans de littérature générale ou de la romance, des choses que je ne publie pas du tout chez l'homme sans nom. Et comme ça, je vais faire un premier tri de textes qui ne vont vraiment pas pouvoir coller avec l'ADN de la maison d'édition ou qui ont, en matière de fragilité d'écriture ou de structure que je vais pouvoir identifier dès le dossier de soumission et un regard rapide un petit peu sur la façon de présenter le projet, une viabilité qui sera, à mon sens, trop faible pour pouvoir avancer plus avant. C'est rarement la plus grosse part de manuscrits que je vais mettre de côté, mais c'est également un travail qui est fait très rapidement. Grosso modo, c'est à peu près un manuscrit sur 5 en moyenne qui va être mis de côté de cette façon-là. La deuxième phase va être une phase vraiment plus personnelle, où je vais lire le synopsis pour voir si l'histoire me plaît et l'histoire me donne envie, en tant qu'éditeur, de la défendre. Donc on a vraiment une facette un petit peu subjective qui va s'exprimer ici, où je vais me dire, voilà, est-ce que c'est un projet avec lequel je vois du potentiel et surtout, est-ce que c'est un projet que j'ai envie personnellement de défendre ? Là, c'est une phase où le tri va être beaucoup plus sévère, puisque je ne vais garder en lecture que quelques dizaines de manuscrits sur les 500 et des poussières que j'ai pu recevoir. Et je vais ensuite m'atteler à la lecture des romans sélectionnés. Et généralement, la décision que je vais prendre va arriver assez rapidement dans la démarche de lecture. Évidemment, quand je prends la décision de dire non, je ne vais pas forcément pousser beaucoup plus loin. Au moment où j'ai pris la décision, j'ai constaté que si je poussais la lecture beaucoup plus loin, je ne changeais jamais d'avis. Effectivement, on se rend compte au fil du temps avec l'expérience en tant qu'éditeur que l'impression qu'on peut avoir et le ressenti qu'on va avoir sur un début de texte va rarement être radicalement transformé, si ce n'est jamais. Et malheureusement, je peux peut-être passer à côté une fois de temps en temps d'une pépite qui se révélerait au bout de 60-70 pages alors que je n'aurais pas accroché aux 50 premières. Mais d'un point de vue gestion du temps, c'est malheureusement un sacrifice que je dois accomplir. Et évidemment, quand je vais avoir accroché sur un texte, je vais aller jusqu'au bout de la lecture pour vérifier que je n'ai pas une mauvaise surprise. Mais même chose, c'est assez rare quand au bout de 50 ou 60 pages, je me dis il y a de grandes chances que je publie ce roman-ci, que je change d'avis. Ensuite arrive la phase quand j'ai choisi de vouloir publier un manuscrit où je vais contacter l'auteur ou l'autrice pour lui proposer une publication. J'ai toujours une volonté de rencontre avec la personne qui est derrière le roman, que ce soit en physique si on a la possibilité de se rencontrer, donc je peux me déplacer si nécessaire à la rencontre de la personne, ou également en visio, notamment quand les emplois du temps ou les distances ne sont pas forcément extrêmement compatibles. C'est ce qui m'est arrivé notamment avec Yann Bécu, un auteur installé sur Prague, où effectivement on a fait notre première rencontre en visio. J'attache beaucoup d'importance à la relation humaine que je peux avoir avec mes auteurs et mes autrices. Et comme je le disais tout à l'heure, on est dans une situation qui est particulière. On est dans un rapport entrepreneurial, puisqu'on va signer un contrat d'édition, donc qui va lier deux parties, avec inévitablement un rapport commercial, économique, qui va se positionner, avec une négociation autour du contrat. Donc c'est quelque chose vraiment de très factuel, chiffré, et ainsi de suite. Mais également, on est sur une facette artistique et humaine,
avec des frontières entre les deux mondes qui sont parfois un petit peu complexes à gérer. Donc c'est quelque chose où j'essaie toujours d'être vigilant parce que les relations humaines et amicales se créent rapidement, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en même temps des collaborateurs et des collaboratrices professionnelles. Donc il y a un équilibre qui est compliqué à trouver, mais sur lequel j'essaie d'avoir une vigilance aussi importante que possible. Lorsque je discute avec de potentiels futurs auteurs et autrices HSN, j'essaie toujours de leur expliquer qu'est-ce que HSN va pouvoir leur apporter, mais également quelles sont nos limites. C'est pour moi très important de bien définir ce qu'on va offrir, notamment par rapport à la réalité du marché du livre telle qu'elle est en 2023 ou en 2024 pour les romans que je serai amené à publier à l'avenir, mais aussi par rapport à notre échelle de maison d'édition. C'est un monde qui souvent, pour un primo-romancier ou une primo-romancière, le monde de l'édition est obscur et mal connu. Et donc, il y a une facette qui est importante pour expliquer. Il est très important pour moi de ne pas faire de fausses promesses et qu'un auteur ou une autrice n'en attende pas plus que ce que je serais amené à pouvoir réellement lui offrir. Qu'il y ait des petites variations, des petits ratés dans un sens ou dans l'autre, c'est des choses qui s'entendent, mais il ne faut surtout pas qu'un auteur ou une autrice avec qui je m'apprête à signer s'imagine que s'il ou elle signe chez L'Homme sans nom, on va avoir des 4 par toi dans le métro avec sa tête et la couverture de son livre en grand. Je prends un exemple tout bête. L'Homme sans nom est assez installé dans la prospection autour du monde de l'audiovisuel pour faire des adaptations audiovisuelles de romans. C'est quelque chose qui fait beaucoup rêver les auteurs et les autrices. L'Homme sans nom est globalement connu pour être actif sur ces domaines-là, mais je prends toujours un moment assez important pour expliquer que oui, on est actif dessus, mais que non, c'est pas parce qu'on est actif que ça se transformera, et que même la norme est que ça ne se fera pas, et qu'il peut y avoir une fois de temps en temps un alignement des étoiles, un côté un petit peu on gagne au loto, mais ce n'est pas la norme. Donc voilà, quelque chose de très important pour moi, d'apporter un cadre pour que l'auteur ou l'autrice sache à quoi s'attendre s'il ou elle signe avec L'Homme sans nom. À ce moment-là, si j'estime que le texte nécessite d'être remanié pour passer un palier que je juge vraiment indispensable, cela peut être fait selon les cas avant ou après signature du contrat en fonction de la quantité de travail. Si j'ai un doute sur la possibilité pour l'auteur ou l'autrice de réussir à amener le texte où je tiens à l'amener, on va plutôt le faire avant la signature du contrat. Et quand le travail nécessaire me laisse beaucoup moins de doute, on va signer le contrat, ce qui permet de sécuriser aussi les choses pour l'auteur ou l'autrice. Une chose très importante de mon côté, je ne vais jamais demander à un auteur ou une autrice de remanier 150 fois son texte sans lui donner une réponse ferme et définitive. Dans le cas où, par exemple, je dirais à un romancier ou une romancière qui m'a envoyé son manuscrit, qui m'a plu, et à qui j'ai dit, voilà, j'envisagerais de le publier, mais il faudrait remanier dans telle ou telle direction, et qu'on est tombé d'accord sur cette réflexion, et que au bout de la première version, on n'a vraiment pas réussi à toucher du doigt ce qu'on visait, je ne vais pas faire mariner l'auteur ou l'autrice indéfiniment, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de ce point de vue-là. Ensuite, je vais passer au travail de correction éditoriale que je réalise de la même manière avec mes auteurs et mes autrices déjà publiés quand je travaille sur leur nouveau roman. Je vais du coup faire un petit retour en arrière pour parler de l'étape précédente pour mes romanciers et romancières que j'ai déjà publiés. On va assez régulièrement discuter autour du projet. On va brainstormer ou alors encore je vais pouvoir faire des retours sur les premiers chapitres qui me sont envoyés. Ça va dépendre des demandes, des attentes et des besoins de chaque auteur et de chaque autrice. Pour vous donner 3 petits exemples, en ce moment je suis en train de travailler avec David Brie sur son nouveau roman. David m'a envoyé le premier tiers à peu près du roman, quasi la première moitié. Et je suis en train de lui faire des retours chapitre par chapitre. Et également, je lui réponds par rapport à une interrogation un peu plus globale qui se posait par rapport au récit. Ou encore, avec un auteur comme Yann Bécu, on fonctionne différemment. Il me pitche son roman. Si j'accroche, il se met au travail. Et lui, il tient à avoir mon regard d'éditeur le plus frais possible sur une version, on va dire, finalisée de sa V1 la plus propre possible. C'est-à-dire que je ne vois rien ou quasi rien de son texte tant qu'il n'a pas quelque chose de complet à me présenter. Là, dans le cadre de son dernier roman, sur lequel on est en train de travailler en ce moment, enfin surtout lui, il est en train de l'écrire, il m'a juste à un moment envoyé ses 2 premiers chapitres pour vérifier que la direction prise au niveau style, point de vue, travail de personnage me convenait. Mais en dehors de ça, je n'ai le droit de rien savoir sur son projet. Et après, il m'arrive également de brainstormer en profondeur avec des auteurs et des autrices, qui m'est arrivé avec la facette autrice de polar de Lucie Castel, donc sa facette Oren Miller, où il nous arrive assez régulièrement sur un de ses romans policiers, de prendre le moment ensemble, de discuter autour du projet, de réfléchir aux ramifications, aux dynamiques, à la façon dont vont s'articuler les éléments d'enquête.
pour pouvoir vraiment construire la chose la plus solide ensemble. Ça va pouvoir être fait sur un roman et pas le suivant, ça peut être fait sur tous les romans. C'est vraiment de me mettre à disposition des auteurs et des autrices pour les mettre dans les situations les plus confortables possibles. On voit bien là effectivement l'importance d'être déjà publié parce que ça va ouvrir des portes et faciliter les étapes suivantes. L'étape suivante, une fois que l'auteur ou l'autrice a terminé son premier jet et l'a remanié, corrigé, etc. pour me proposer, on va dire, une V1 de travail ensemble, ça va être la même chose pour mes auteurs et autrices déjà publiés ou des primo-romanciers ou romancières chez L'Homme sans nom. Je vais commenter le texte, poser des questions sur la structure, les personnages, la façon d'articuler les idées ou encore la tonalité. Je vais faire des propositions dont vont pouvoir se nourrir ou non les auteurs et les autrices. L'idée vraiment, c'est de jeter des idées, servir un petit peu de regard extérieur pour pouvoir se dire, voilà, ça m'intéresse, je m'en sers, ça m'intéresse pas, je le mets de côté. Ça m'intéresse, mais surtout, ça fait naître une nouvelle idée chez moi en tant qu'auteur ou autrice et je m'en sers différemment. Par exemple, avec Pierre Léoté, dont j'ai publié The Hate List l'année dernière, on a beaucoup échangé sur la fin du roman. J'avais une idée que je trouvais extrêmement pertinente, Pierre était très hésitant, on a discuté, on a échangé, ça a ajusté dans les deux sens, jusqu'à arriver à une fin qu'on a trouvée satisfaisante tous les deux. Et on n'aurait pas fait cet échange où chacun campait intelligemment sur ses positions, c'est-à-dire qu'on était toujours dans l'échange, la volonté de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui servait le mieux le récit. On n'aurait pas fait cette démarche-là, je pense que la fin du roman aurait été moins impactante. Évidemment, dans cette facette-là, il y a également une importance de rassurer l'auteur ou l'autrice. C'est normal, quand vous écrivez un roman, vous avez votre nez dans le texte et il y a une phase de recul qui est beaucoup plus compliquée. Vous avez vos proches qui peuvent vous aider, qui vont aider un romancier ou une romancière en donnant un avis, etc. C'est toujours extrêmement utile, mais avoir le regard d'un professionnel qui a son recul va avoir un impact qui souvent permet de s'assurer en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice qu'on avance dans la bonne direction. Parfois, il arrive aussi que mes romanciers et romancières me demandent un regard un peu plus personnel. Et je vais leur donner mon avis vraiment personnel qui, généralement, va dans le même sens que l'avis personnel, mais quelquefois qui peut s'en éloigner un petit peu. Je peux juger parfois qu'un un nouveau roman d'un auteur ou d'une autrice est meilleur d'un point de vue, on va dire, objectif, que d'un point de vue regard professionnel, j'estime qu'il y a vraiment un progrès, une évolution entre le roman précédent et celui-ci, mais qu'à titre personnel, je peux avoir préféré le précédent sans pour autant, évidemment, ne pas aimer le nouveau, sinon je ne l'aurais probablement pas publié comme vous avez pu le comprendre. Ensuite, il y a une chose qui est très importante chez L'Homme sans nom, qui est un petit peu particulière, c'est que j'ai l'avantage de solliciter et d'impliquer les auteurs et les autrices aux différentes étapes de la vie du livre. Par exemple, on va travailler ensemble à la préparation de la présentation du roman à l'équipe de représentants pour utiliser au maximum les mots, les ressentis et l'intention des auteurs et des autrices avec leur roman. Ça va être la même chose sur la 4e de couverture qu'on va essayer de composer ensemble. Le but est toujours, de mon côté, de m'appuyer sur justement l'intention de l'auteur, de l'autrice, sur les mots qu'il ou elle peut vouloir utiliser pour parler de son roman, mais sans que ça soit quelque chose de contraignant. Et il y a vraiment toujours une volonté d'être là pour pouvoir remplir le rôle, remplir la case, l'élément d'argumentaire, etc. si jamais l'auteur ou l'autrice coince sur ce point-là. Ça va être un petit peu la même chose en matière de couverture. Je vais mettre en contact l'auteur ou l'autrice avec notre directeur artistique pour que celui-ci puisse s'imprégner de l'intention de l'auteur, de l'autrice avec le roman qu'il ou elle a écrit, afin de pouvoir ensuite en réaliser le visuel. L'idée va vraiment être de s'emparer de l'idée du roman pour pouvoir l'interpréter, en proposer donc une interprétation graphique pour la première de couverture. Le but étant d'impliquer le romancier ou la romancière, sans pour autant venir parasiter le travail du directeur artistique. Donc on est vraiment sur une étape d'échange et après le directeur artistique a au maximum carte blanche pour travailler sur son projet graphique, avec évidemment un retour qu'on va faire auprès de l'auteur et l'autrice. Mais on a vu d'expérience que si l'auteur ou l'autrice est trop investi dans ce travail sur la couverture, on se retrouve régulièrement à avoir des choses qui vont venir compliquer la tâche. Et c'est une perte de temps, généralement, puisque on a toujours eu le retour de « waouh, la couverture a vraiment saisi l'esprit de mon roman » quand on laisse le directeur artistique réaliser le visuel de la manière la plus libre possible. Avant d'arriver un petit peu aux éléments un peu plus subjectifs de ma vision de la relation auteur-autrice avec moi-même en tant qu'éditeur, je tiens à faire un rappel très important. Tout ça, c'est possible car L'Homme sans nom est une structure indépendante avec un rythme de publication modéré.
Même si à terme, nous allons certainement monter un peu notre rythme de parution, le but n'est pas du tout de publier 5 romans par mois, mais de garder cette approche artisanale, d'accompagnement, de suivi des auteurs et des autrices. C'est une situation, il faut le reconnaître, plutôt de privilégié, dont je suis heureux de pouvoir faire bénéficier les auteurs et les autrices, mais c'est quelque chose qui n'est pas donné à toutes les structures éditoriales. De mon point de vue, la question de la relation éditeur, auteur-autrice, c'est quelque chose dans lequel il est très important d'avoir une relation humaine, à titre personnel, avec les auteurs et les autrices que je peux publier, d'autant avec ce côté de maison d'édition indépendante, et justement cette approche maison dans le terme de maison d'édition. Cette idée un petit peu d'équipe dans un fonctionnement familial, toute proportion gardée, mais surtout cette volonté d'avancer ensemble. On fait en substance partie d'une même équipe qui a pour but de mener le roman au plus haut. L'équilibre, comme j'ai pu le dire, est parfois difficile à trouver, car nous restons malgré tout une entreprise et qu'il y a un rapport commercial et professionnel, en plus de ce rapport humain et artistique. C'est parfois compliqué avec des moments qui peuvent être un petit peu tendus avec les auteurs et les autrices, mais qui se résolvent généralement très facilement, souvent autour d'un verre de vin, d'une bière ou d'un café. Mais c'est également, à mon sens, ce qui fait le charme et la beauté de ce milieu qui est le monde de l'édition. Et je ne peux qu'être reconnaissant de l'investissement des auteurs et des autrices au sein de l'Homme sans nom dans cette dynamique vraiment globale. Et pour illustrer ça, je ne peux pas prendre de meilleur exemple qu'à la façon dont ça peut se passer au niveau des festivals sur lesquels les éditions de l'Homme sans nom peuvent se rendre. Il y a une dynamique extrêmement positive où les auteurs et autrices se renvoient la balle entre eux selon les envies de lecture des visiteurs qui viennent nous voir sur le stand. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif et dont je ne peux que me réjouir. Je dois reconnaître que je suis très heureux d'avoir réussi à maintenir tout cela au fil des plus de 10 ans maintenant d'existence de HSN, même si ça reste un point qui est fragile et qui est compliqué à garder alors que la maison se développe. Il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices, donc un temps individuel qui est plus compliqué à consacrer. Je ne suis plus, avec le développement de la maison d'édition, présent à chaque tâche. Maintenant, on a une équipe commerciale, des relations libraires, un responsable sur l'événementiel et les salons et ainsi de suite. S'il y a une petite perte de rapport humain qu'on ne peut que déplorer, elle est contrebalancée évidemment par l'évolution d'échelle de la maison d'édition et sa professionnalisation. Il est de toute façon difficile de garder un côté qu'on pourrait dire 100% artisanal et avec des gros guillemets à la bonne franquette, tout en professionnalisant la structure pour avoir de meilleurs résultats, de meilleurs volumes de vente en librairie. Mais malgré tout, pour moi, l'objectif reste de conserver une facette humaine importante, car cela fait vraiment, à mon sens, partie de l'ADN, à la fois de la maison d'édition, mais également d'une relation saine qu'il peut y avoir entre les auteurs et les autrices et leur maison d'édition. Voilà pour ce petit tour d'horizon autour de ma vision de la relation auteur-éditeur et la façon dont je peux travailler avec les auteurs et les autrices que je publie. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le monde de l'édition et l'écriture, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à notre podcast, à également être notre newsletter sur laquelle vous retrouvez régulièrement des conseils d'écriture. Et pour celles et ceux qui veulent pousser encore plus loin, à rejoindre la formation Devenir écrivain où nous proposons sur plusieurs semaines un énorme coup d'accélérateur sur vos carrières d'auteur et d'autrice. La nouvelle session démarre en ce moment même, mais vous pouvez vous tenir informé via notre newsletter et notre site web des dates de notre prochaine session où je serai ravi de pouvoir vous accompagner autour de vos projets d'écriture. D'ici là, de mon côté, je vous retrouve dans quelques semaines pour un retour à mes chroniques un peu plus classiques de conseils d'écriture / chroniques littéraires. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.